Bon, Mathieu va arriver dans quelques minutes, Mathieu Mollard de Street Press. Merci d'être là toutes et tous aujourd'hui pour cette donc dernière conférence, retour sur les événements sociaux des dernières semaines, la mobilisation générale et après. C'est ambitieux. Alors je me présente d'abord, moi je suis Martin Baudrero, journaliste, membre de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. J'ai la chance d'assurer la modération de cette dernière table et j'en suis très heureux, on est très heureux d'être là. On va être ensemble un peu plus d'une heure et quart. On est heureux d'être présent dans un festival dédié aux médias indépendants. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un vrai plaisir de les avoir, des médias indépendants et engagés. En deux mots, à mes yeux, pour moi, journaliste, ça doit être un engagement, d'assumer ce qu'on fait, d'assumer d'où on parle. Et je trouve ça intéressant d'avoir des médias indépendants qui viennent parler de lieux différents, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord, on va en discuter. Et ces occasions sont pas régulières, donc c'est très bien. Je vais vous présenter en quelques mots les participants de cette table ronde, participants et participantes. Je vais commencer par Sabah Rahmani, bonjour. Bonjour, vous êtes rédactrice, vous pouvez prendre le micro, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen, qui veut donner des solutions sur l'écologie, oui, je le dis bien. On se positionne comme des explorateurs de solutions écologiques et sociales, et j'en profite du coup pour montrer le dernier numéro en kiosque qui est avec un dossier Désobéir pour la planète. Désobéir pour la planète, on va en parler un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Lauriane Cholès, bonsoir maintenant, on peut dire bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir, c'est bientôt l'heure. Alors tu es pigiste, tu es présente aujourd'hui pour le magazine Social Terre, tu collabores aussi avec Reporter, faut le dire, et avec Absolument. Radio Parleur. Absolument, je mange à tous les râteliers de cette table ronde. Pas mal, mais voilà. Mathieu Mollard va nous rejoindre, il doit pas être bien loin, rédacteur en chef de Street Press. Mathieu, bonjour, membre de Lundi Matin, un autre Mathieu, merci d'être là. Oui, bonjour, je suis contributeur. Contributeur à Lundi Matin. Comment je définis en 3 mots Lundi Matin, pour pas dire de bêtises? C'est un média d'information générale. Ouais, d'info générale, d'accord, qui publie beaucoup de choses sur toutes les luttes en général. Alexandre Reza, salut, ça je te tends le micro, je suis sympa. Merci, enchanté. Donc journaliste chez Reporter, vous avez vu, avec un très beau t-shirt d'ailleurs, je tenais à le saluer. Et Arwan Manak qui est avec nous, journaliste chez Politis, d'accord, le magazine Politis. Alors notre thème, du coup, je l'ai dit, retour sur les événements sociaux des dernières semaines, la mobilisation générale et après. En préparant la conférence, on va pas vous mentir, on s'est envoyé quelques mails pour en parler. Les mouvements des dernières semaines, c'était difficile à choisir, parce qu'on aurait pu faire 5 heures de conférence à peu près, car tellement il y a de mouvements. Alors on en a choisi 2 principaux, on va dire. C'est pas une classification, on pouvait pas évoquer tous les mouvements en une heure, les mouvements quartier populaire, lutte féministe, lutte salariale, lutte ailleurs aussi dans le monde, Chili, Catalogne, Équateur, Bolivie, etc. Il y en a énormément, et pour vous dire, avoir participé à fonder un média sur les luttes sociales, il n'y a pas un matin où on se lève et on se dit aujourd'hui il n'y a rien à raconter, c'est vraiment une catastrophe. Plus largement, on va se pencher sur des multiples mobilisations, d'abord celle d'Extinction Rebellion qui nous a intéressés ces dernières semaines, qui a occupé une partie de nos rédactions, l'occupation d'un centre commercial à Italie 2 début octobre pendant une bonne grosse journée, et ensuite plusieurs jours durant, vous avez sans doute suivi ça à Châtelet, place du Châtelet, la présence donc de ce mouvement qui est un peu apparu quelque part dans l'espace français sur le climat, même s'il était déjà un peu présent, il a pris une nouvelle place, on va en parler. Et plus largement, on voulait aussi se pencher sur une multitude de mobilisations qui est en ce moment dans ce que nous, en tout cas, on considère comme étant les services publics aujourd'hui. Il y en a qui sont déjà privatisés malheureusement, mais les mouvements éducation nationale, les mouvements dans les hôpitaux, les pompiers, et même la police, etc., des mouvements sont multiples, et tout cela ont l'air d'avoir un dénominateur commun qui est une forme de ras-le-bol, de souffrance au travail, de maltraitance au travail. On va un peu évoquer ça et quelles sont ces ficelles. On va évoquer aussi leurs limites, etc. Donc c'est un peu les 2 sujets qu'on voulait évoquer. Et enfin, à la fin, on s'accordera encore un peu de temps, d'abord pour avoir vos questions, et aussi pour parler peut-être de cette question à 1 million d'euros, qui est celle de la convergence des luttes. Le grand mot qui veut un peu tout et peut-être un peu rien dire des fois. On va en discuter ensemble. Alors on va partir tout de suite sur Extinction Rebellion, donc mouvement écologique international, car il est né au Royaume-Uni, et il n'est pas présent qu'en France. 2 occupations qui ont marqué l'actualité à Paris début octobre, une journée entière de blocage donc à Italie 2, et cette occupation en place du Châtelet. Alexandre, je vais commencer avec toi, tu es journaliste pour Reporter. Oui, c'est ça. Et tu as été présent à ces 2 actions, tu as passé pas mal de temps, tu en as sorti des sujets. Est-ce que d'abord, tout simplement, tu peux raconter en quelques mots, commençons par Italie 2, cette action, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en as retenu? Alors on s'est retrouvés un samedi matin avec plusieurs journalistes, et on nous a donné rendez-vous aux abords d'Italie 2. On s'y est rendu avec des activistes, et d'un seul coup, en fait, je crois que c'était autour de 9h, entre 9h et 10h, il y a des tas d'activistes qui sont arrivés par centaines et qui se sont mis à bloquer le centre commercial d'Italie 2 au sud de Paris.
Ça s'est transformé au bout de quelques minutes en le blocage d'une partie d'Italie 2. Tout n'était pas bloqué, mais une grande partie quand même. Donc les commerces ont commencé à fermer et donc les gens ont commencé à chanter, etc. Et s'en est suivi 17 heures de blocage, puisque le centre commercial est resté fermé, en tout cas cette partie-là, jusqu'à 3h du matin. Donc à peu près de 9h30 à 3h du matin, il me semble. L'intérêt de ce moment, ça a été un moment de forme de convergence, on en parlait tout à l'heure, avec la présence par exemple du collectif pour Adama Traoré, Justice pour Adama, la présence de Gilets jaunes aussi, Jérôme Rodriguez, etc. Toi, est-ce que ce moment de convergence, tu l'as retenu comme ça, comme un moment un peu inattendu quelque part? Au départ, quand on y a été, j'étais avec toi le matin, on s'attendrait pas du tout à ce que ce soit un moment comme ça, multiple, où des luttes multiples viennent occuper un lieu. Ouais, il y avait plusieurs personnes. Donc, par exemple, j'ai croisé Jérôme Rodriguez, qui est membre des Gilets jaunes. Et il me disait, voilà, on n'a pas tous le même maillot, mais on se bat contre un même système. Donc voilà, c'est pour ça. Il y avait le comité Justice pour Adama, il y avait des mouvements écolos, ouais, multiples mouvements Gilets jaunes. Ouais, c'est ça. Et donc comment c'était palpable tout ça? Dans plein de débats en fait. C'est un moment où tout le monde n'était pas d'accord, mais où il y a eu pas mal de discussions, des discussions à la fois à l'oral, mais aussi sur les vitrines des boutiques. Par exemple, des discussions sur violence, non-violence, quelle tactique adopter par le mouvement social. Donc voilà, c'est un moment où plusieurs collectifs se sont regardés dans les yeux, ont discuté et ne se sont pas tournés le dos, quoi. Lauriane, je vais me tourner vers toi. Tu es passée à Châtelet, notamment, je crois. Je suis allée à Italie, puis à Châtelet. Voilà, tout fait. Les deux, le total. Parlons un peu de Châtelet, ça a enchaîné quelques jours après. Pareil, un peu la même question. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en as retenu de ce moment? Alors, ce qui était étonnant à Italie 2, c'est qu'on a vraiment senti... en dépit de quelques petits éclats, notamment les gens qui ont effacé les tags anti-police, mais il y avait vraiment un grand respect en fait entre toutes les formes de lutte, entre les gilets jaunes, entre les gens d'Extinction Rébellion, aussi également il y avait d'autres orgas, il y avait des gens d'Alternativa, et donc c'était assez beau en fait de voir tous ces gens se coordonner ensemble pour bloquer quand même un centre commercial, et il n'y a pas eu tant de répercussions médiatiques que ça. Alors certes, c'était que la moitié du centre qui était bloqué, mais néanmoins c'était quelque chose que moi j'avais encore pas vu, parce que bon, la convergence, j'aime pas trop ce mot, mais on en parle tout le temps, mais là il y avait vraiment des gens qui étaient là ensemble pour faire une action, donc c'était vraiment très intéressant. Ce qui s'est passé après à Châtelet, c'était vraiment pas du tout la même chose, c'était l'action d'Extinction Rébellion. En gros, c'était eux qui venaient occuper leur place pour être là, pour être présents, pour dénoncer. Alors ils ont des revendications assez vagues, voilà, ils sont pour sauver la planète. Bon, je caricature un peu, et s'il y a des gens d'XR après, ce serait très bien d'avoir un débat là-dessus. Mais ce qui était un petit peu dommage, c'est que cette volonté de réunir un petit peu toutes les composantes, tous les gens qui se battent, elle était plus vraiment présente à Châtelet, et ça a tourné en réunion de gens qui étaient tous très blancs, qui étaient tous assez jeunes, qui avaient l'air très éduqués. In fine, il n'y avait pas vraiment ce que j'ai ressenti, les frémissements qu'on a ressentis à Italie 2 et qui nous ont fait rester vraiment très tard. Parce qu'à Châtelet, moi, j'ai pas eu envie d'y rester toute la nuit, contrairement à Nuit debout, par exemple, où c'était beaucoup plus protéiforme qu'à Châtelet. Voilà. Sabah Rahmani, je viens vers vous. On va parler des limites tout à l'heure aussi de ce mouvement, et on a commencé à les évoquer. Là, vous faites un dossier désobéir, pour la planète. En quoi Extinction Rébellion, pour vous, ça fait partie de ce mouvement de désobéissance pour la planète, et en quoi Châtelet et Italie 2 vous ont intéressé? Oui, ce qui est intéressant, c'est quand même une résurgence des mouvements de désobéissance civile, et qui aujourd'hui prennent la place de l'écologie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements de désobéissance civile sont nés quand même aux États-Unis avec Henry
David Toro, qui a écrit un livre sur la désobéissance civile. C'était à la fois un philosophe et un naturaliste, donc il faisait déjà le lien entre nature et société civile. Et lui, il avait été emprisonné parce qu'il avait refusé de payer ses impôts dans l'État du Massachusetts à cause des lois esclavagistes. Donc moi j'aime bien prendre du recul, c'est aussi notre travail de journaliste de prendre du recul historique pour voir comment les mouvements sociaux naissent et comment ils se reproduisent, se répètent et se transforment. Donc après ça a été repris, on le sait très bien, par Gandhi, Martin Luther King, tous ces mouvements-là. Et aujourd'hui avec Extinction Rebellion, qui est né en 2008 au Royaume-Uni et qui aujourd'hui est présent depuis l'année dernière en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Inde, au Brésil. Donc il y a vraiment un essaimage assez international. Et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous parliez effectivement de mouvements protéiformes. Ce sont des citoyens lambda c'est comme les gilets jaunes. C'est-à-dire que là, Extinction Rebellion, ça veut dire quoi? C'est l'extinction des espèces, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui l'ONU considère qu'il y a plus d'1 million d'espèces animales et végétales qui sont en voie d'extinction. Pas de danger, mais en voie d'extinction. Donc cette rébellion écologique, planétaire, aujourd'hui rejoint des luttes sociales, parce que ce qui est aussi intéressant dans cette convergence, c'est que pourquoi Italie 2? Pourquoi les modes de consommation? Parce que les modes de consommation du système capitaliste aujourd'hui en Occident tirent directement leurs ressources de matières premières dans des pays du Sud. Souvent, on a beaucoup parlé d'Amazonie, d'Afrique équatoriale, de l'huile de palme sur l'île de Bornéo en Indonésie et en Malaisie. Donc, en fait, ce sont deux revers d'une même pièce. D'un côté, c'est pas opposé, je pense. D'un côté, on a le volet social qui s'exprime avec les gilets jaunes, la fin du service public, le démantèlement du service public, et de l'autre, le volet écologique. Et c'est vraiment une même pièce, parce que le système capitaliste est un système de prédation de matières premières qui a des conséquences désastreuses sur les ressources naturelles qui sont en train d'être épuisés. Et tous ces mouvements sociaux, on va pas en parler parce qu'on a dit qu'on restait en France, mais dans les pays concernés, ils sont là, parce qu'il y a énormément de luttes aussi locales. On parle des mouvements des luttes indigènes, parce que sur les territoires des peuples autochtones, c'est là où les matières premières, le bois, le pétrole, les diamants, l'argent, enfin en RDC c'est pareil, pour faire nos ordinateurs, nos téléphones portables. Donc, et c'est la même chose pour Italie 2, centre commercial, c'est un peu le temple de la consommation et de la surconsommation qui fait le lien entre le social et l'écologie. Et je trouve que Extinction Rebellion, même si ce sont des mouvements citoyens plus ou moins organisés, c'est comme les gilets jaunes. Il y a eu beaucoup d'attaques sur les gilets jaunes. Ah oui, mais ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et plus que cette désorganisation, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est le renouveau de l'expression citoyenne. C'est intéressant ce que vous dites, notamment pour vous, Sabar Amani. Ensuite, je proposerai à Mathieu Burnel de réagir. Il y a l'Extinction Rebellion, ils arrivent à faire ce lien entre social et climat, qui est très souvent reproché aux marches climat, à plein de choses comme ça, de ne pas réussir à le faire, et on le reproche à Extinction Rebellion. Alors, c'est vrai qu'au départ, Extinction Rebellion est né plus sur la revendication écologique, en disant, voilà, l'objectif c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de créer un mouvement, une concertation nationale et citoyenne pour sauver la planète, de reconnaître qu'il y a un vrai danger d'extinction des espèces. Donc c'est pour ça que Extinction Rébellion contre l'extinction des espèces. Mais on voit bien que ces luttes écologiques aujourd'hui pour le climat rejoignent les mouvements sociaux. Après, c'est vrai que comme c'est un mouvement qui n'a pas d'organisation hiérarchique pyramidale, ça peut paraître plus ou moins désorganisé selon les représentations locales. Et c'est un mouvement très différent des mouvements alternatifs à autres. Exactement, qui sont très organisés moi je trouve que la comparaison avec les Gilets jaunes est intéressante, parce que là aussi, c'est en fonction, c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que entre Italie 2 et Châtelet, vous n'avez pas du tout ressenti la même chose, parce qu'il n'y avait pas les mêmes personnes, et comme il n'y a pas de tête de représentant d'un mouvement plus qu'un autre, ce sont des citoyens lambda qui ont envie de s'engager au-delà des pétitions et des marches, qui ont trouvé que ces modes d'expression ont des limites, et qu'aujourd'hui ils ont envie, parce que Extinction Rebellion, là je disais, leur slogan c'est l'espoir est mort, l'action commence. Donc il y a une volonté, il me semble, de franchir
franchir un pas. Voilà, maintenant qu'on a tous ce constat et qu'ils ont eu énormément de soutien dans la presse, par exemple en Angleterre, The Guardian avait très tôt publié une tribune de 250 chercheurs qui les soutenaient. En France aussi l'année dernière, il y a eu des chercheurs suisses, français et canadiens qui les ont soutenus dans une tribune du Monde. Donc voilà, au-delà du constat, ils essayent de franchir une étape, celle de l'action, après avec les critiques qu'on connaît et les limites qu'on connaît aussi. Mathieu, chez Lundi Matin, vous avez publié notamment un article qui m'a intéressé, je voulais te faire réagir là-dessus, qui est un article qui recense plusieurs critiques menées contre cette semaine Extinction Rebellion. Il est titré notamment la suite du monde d'Extinction Rebellion est la mienne, et notamment il commence par une citation de la personne qui écrit ou de la part d'un militant présent à Châtelet, une suite du monde planifiée, policée, sans spontanéité, c'est hyper dur à dire, propre et sécurisée, consensuelle, sans excès, où chacun a sa place et on me dit quoi faire. Dès le début ça pose ça, le reste de l'article est un peu dans la même chose. Comment vous l'avez vécu à Lundi Matin, cette émergence d'Extinction Rebellion, et quelles critiques vous avez amenées, peut-être aussi des non-critiques, enfin des choses qui vous ont intéressé. Alors moi déjà, comme introduction, je suis assez mal à l'aise avec l'espèce de rôle d'éditorialiste où on dirait on pense ceci, on pense cela, on le subit suffisamment pour essayer de pas trop le reproduire. Au sein de Lundi Matin, il y a eu des avis très très partagés et des articles par ailleurs assez contradictoires. Assez spontanément, on a été globalement un peu agacé par les critiques radicalistes trop faciles qui consistaient à dire ah ouais ils sont trop ceci, ils sont trop cela, gna 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 gna, qui sont en fait juste des expressions radicales de l'impuissance. On a aussi été on avait quelques retenues quant aux gens qui étaient là, ah bah oui, qu'est-ce que c'est super, les citoyens qui reprennent leur vie en main. Et alors cet article-là qui est très critique, un parmi d'autres. Hein, oui, parce qu'on a un autre contributeur qui à Londres a suivi les trucs et dit ouais non c'est quand même marrant machin. Ça permettait une espèce d'équilibre parce que de fait on a certainement pas les idées tout à fait claires là-dessus. Mais cet article-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est qui l'a écrit et c'est la raison pour laquelle on l'a publié. S'il avait été écrit par un militant radicalo-radical, on l'aurait certainement pas publié. En l'occurrence, il a été écrit, la personne souhaite rester anonyme, mais par un chercheur du CNRS qui fait de la recherche en trucs des particules, un mec vraiment très 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 scientifique et qui en fait avait déjà écrit un article signé cette fois sur Lundi Matin où il expliquait sa radicalisation face à la situation objective du monde, lui qui n'était pas du tout du monde militant, du milieu militant avec tout ce que ça charrie de relou, de pénible et de déjà mort, que voilà, lui en fait il se sentait un petit peu appelé par la radicalisation du monde. Et là en fait c'est son deuxième article, c'est que lui il va là-bas, il se retrouve à essayer de participer à ça avec pas, je vais dire la naïveté, c'est vraiment pas du tout le bon terme, mais en tout cas avec toute la fraîcheur et l'allant de quelqu'un qui se dit ah bah tiens je veux agir. Et effectivement le cadre dans lequel il se retrouve à être pris lui paraît un peu décevant, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle limite il a rencontré, on peut le raconter? Je sais plus l'article, moi je me rappelle plus trop, mais lui, ce qu'il dit c'est que tout est hyper policé, tout est hyper moral et machin, et que lui il se sent pas vraiment à l'aise avec ce truc très 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 blanc, propre et citoyen. Mais bon, ça c'est une chose, mais moi je veux pas trop faire de paraphraser le texte du gars qui en lui-même se tient, si ça vous intéresse de le lire. Moi j'ai l'impression par rapport à Extinction Rebellion que ce qu'il y a à regarder c'est la dynamique qu'il y a à l'intérieur. Ça va, évidemment, tout le monde a vu le mec qui est là, ouais, on efface les trucs pour la police, tout le monde voit bien qu'on contre la police. Donc j'explique, c'était donc des tags qui ont été effacés après une décision collective. Voilà. Et avec un gars un peu faible qui justifie le truc en disant ah oui mais non mais notamment il y avait des tags rappelant la mort de jeunes gens dans des quartiers, etc., des choses comme ça. Évidemment, quand on voit des gens comme ça dans le contexte général de la situation française, fatigant.
Mais bon, mais à mon avis, ça reste anecdotique. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment Extinction Rebellion s'inscrit plus généralement dans les luttes, dans l'histoire des luttes écologistes. Et par exemple, pour ceux qui sont un tout petit peu vieux, ça résonne pas mal avec ce qui s'est passé notamment en Angleterre dans les luttes contre les autoroutes, etc. Et contre le nucléaire dans les années 90 et jusqu'à la fin des années 90. Mais en fait, ce que je voulais, pardon, je me perds un peu, je suis fatigué. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai le sentiment que le cadre de Extinction Rebellion est déjà dépassé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, en Angleterre, ils ont déjà gagné. C'est-à-dire que l'année dernière, ce qu'ils voulaient faire, leur but, c'était de faire du lobbying auprès des gouvernants. Donc ils voulaient peser sur leurs décisions. Voilà, exactement. Et ils ont obtenu que le Parlement anglais vote l'état d'urgence climatique, etc. C'est-à-dire que donc de ce point de vue, depuis cette stratégie-là, Extinction Rebellion a déjà gagné en Angleterre et a déjà perdu aussi. C'est-à-dire que de fait, un an plus tard, ils se trouvent dans une situation où ils disent tiens, c'est marrant, en fait, cet état d'urgence climatique, il a absolument rien donné. Donc moi, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition que ce cadre-là, en gros, le cadre qui consiste à se mettre dans une situation où, au nom de grands principes, l'écologie, etc., on va faire pression sur les gouvernants, que ça, en fait, à mon avis, ne mène à rien. Ne mènera à rien. Mais par contre, ça n'enlève absolument rien à toute la vitalité qu'il y a, très certainement d'une part gigantesque de ces jeunes gens, effectivement très blancs, effectivement machin, qui en fait, par cette entrée-là, viennent faire leurs premières actions directes, etc. La question après qui se pose, c'est est-ce que ça sert en fait de captation ? Est-ce qu'en fait c'est un truc qui va faire que l'espèce d'énervement que ces jeunes éprouvent par rapport au monde tel qu'il va, est-ce que ça va le capter dans un truc propre de discussion infinie et de co-gouvernance verte avec le gouvernement, ou est-ce qu'au contraire la boîte étant un petit peu trop petite, est-ce que ça va plutôt faire naître 50 000 autres types de luttes? Et je termine juste après, juste la dernière idée, et parce qu'en fait ce qui va être intéressant, c'est le moment où Extinction Rebellion va devoir réatterrir sur Terre. C'est-à-dire que en soi, le climat, s'il y a bien un truc sur lequel on peut rien faire, c'est le climat. On s'en fout de trier nos déchets, de machin. Mais le climat en soi, la solution par rapport au problème du climat, c'est une solution qui peut se poser qu'à une échelle gouvernementale. Sauf à penser que par là on arrivera à quelque chose, ce qui n'est pas mon cas. Le moment où les questions écologiques elles se posent localement dans des luttes précises et sur des points de fixation précis. Et c'est là que ça va être intéressant de voir tant qu'ils sont dans le ciel des massages et des yogas et des machins trucs, ouais, pourquoi pas et tout ça. Mais voilà, on s'en fout un peu. La question, c'est le moment où ça sort de la lutte abstraite écologiste et le moment où ça arrive sur des luttes précises. Et c'est là qu'on va voir ce que donne vraiment toute cette nouvelle énergie qu'on espère ira dans le bon sens. Avant d'évoquer ça, je voulais parler du rapport à l'État. Tu as commencé à l'évoquer avec la question de la volonté d'influencer sur les gouvernements. Une chose, nous, à Radio Parleur, et je pense que je suis pas le seul qui nous a marqué, c'est de voir cette occupation de Châtelet perdurer avec des policiers qui n'intervenaient pas, qui ça avait l'air de plutôt bien se passer, je mets des gros guillemets, etc. Alors que, bon, on a vu les gilets jaunes, les cabanes de gilets jaunes se faire virer, etc. Plein de choses comme ça. Ça nous a étonnés, nous, on a beaucoup réfléchi à ça. Quel rapport à l'État par rapport à Extinction Rebellion, par rapport à cette occupation? Comment vous l'avez vécu dans des rédactions? Erwan, si tu veux en parler, parce qu'on ne t'a pas encore entendu, mais sinon ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Comment, à ce moment, vous avez vu que ça durait avec l'État, avec la police, ça se passait de manière arrangé, je sais pas, pacifique, je sais pas quel est le bon mot, vous avez commencé à réfléchir de quel est ce rapport de Extinction Rebellion à cet État et à cette police? Oui, évidemment, c'était la première question que posait ce mouvement-là. Bon, on a fait notre analyse, je pense qu'il y avait l'attentat qui avait précédé, c'était pas le moment de jouer au chat en plein Paris pour la police. À mon avis, il n'y a pas un changement de doctrine en termes de maintien de l'ordre à la préfecture de Paris, vis-à-vis des mouvements sociaux. Nous, le fait est qu'on paraissait plus tard en termes de parution, donc les choix journalistiques ont été faits, c'était plutôt d'analyser ce mouvement dans sa forme, dans ses intentions, dans la façon dont ressurgissent des choses qu'on connaît, etc. Mais voilà, en gros, nous, cette question, on l'a un peu mise de côté. Mais je pense que, parce que je suis allé me promener en tant que simple citoyen, observateur parisien, ils étaient eux-mêmes surpris. C'est-à-dire que le lundi matin, quand ils sont installés, ils ont fait un blocage, et ils ont dit, bon, on fait quoi maintenant que finalement le blocage n'est pas délogé? Ils ont été obligés d'improviser. Enfin, je sais pas si... Alexandre, tu voulais peut-être en parler? Ouais, non, c'était plus pour réagir, ouais. Vas-y, on est là pour... C'est que...
Moi, je trouve qu'au-delà de l'occupation de Châtelet, du coup, ce qui est intéressant, c'est comment les militants d'Extinction Rebellion commencent à infuser d'autres luttes. Moi, les personnes que j'ai croisées lors de l'occupation de Châtelet, je les ai croisées lors des actions en Allemagne Ende Gelände, qui consiste à bloquer l'industrie du charbon en Allemagne. En allant occuper des mines, carrément. C'est ça. En milieu de certaines mines. En bloquant des trains, etc. Et j'en ai vu aussi beaucoup sur le triangle de Gonesse, qui lutte contre le projet Europa City, qui entraînerait la destruction de plusieurs hectares de terres fertiles. Et aussi pendant la semaine de blocage à Châtelet, il y a des personnes qui sont allées, une trentaine de personnes qui sont allées soutenir le squat main d'œuvre qui était en train de se faire expulser le mardi soir. Bon, ils n'ont pas réussi, ils se sont fait arrêter, ils se sont fait gazer. Mais voilà, il y a eu quand même ces tentatives-là et je pense que c'est peut-être une première approche avec le monde militant, mais ensuite il y a tout plein de luttes en fait vers lesquelles tous ces militants peuvent se rediriger. Et ça m'amène à parler de la carte des luttes que tu as faite, Lauriane. Belle transition. En un mot très vite. Moment promo, ok. Chez Reporter, on a compilé des luttes contre les grands projets inutiles et imposés. Alors, sachant que c'est une définition assez large, et l'idée, donc, c'était à la fois de parler des luttes que tout le monde connaît, Bure, Europa City, mais également de mettre en valeur et de mettre en réseau plein de gens qui luttent contre des projets qui n'ont plus aucun sens. Par exemple, j'ai trouvé des dizaines de projets de poulaillers industriels dans toute la France. Il y en a partout. Alors qu'on sait très très bien que déjà les gens n'ont plus envie de manger du poulet industriel, que c'est extrêmement polluant, que les agriculteurs s'endettent au-delà de la raison pour payer ces infrastructures, ce qui les pousse au suicide. Et donc il y a des gens partout dans toute la France qui se soulèvent contre ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des gens, alors évidemment dans les collectifs que j'ai interrogés, il y en a plus de 150 pour l'instant, c'est collaboratif, donc vous pouvez nous envoyer des luttes si vous en connaissez dans votre région. Et donc tous ces gens, en fait, il y a des militants écolos évidemment, mais il y a des gens lambda, en fait, des citoyens qui se sont dit attendez, mais moi j'ai pas du tout envie que la forêt dans laquelle je vais me promener avec mes enfants le week-end devienne un nouvel Ikea ou un nouveau Décathlon, donc je vais me réunir avec mes voisins. J'ai des gens qui étaient chasseurs qui se sont mis à se lutter contre un poulailler industriel. J'ai des gens qui ont lancé une lutte qui s'appelle No Porc Charan contre un élevage de cochons, contre des déviations, donc c'est vraiment très très large et c'est ça qui est assez impressionnant parce qu'on a souvent l'impression qu'on se dit oh là là, les gens se sentent démunis, ne font rien ou alors vont manifester, ça ne sert à rien, etc. Et là ils font des choses en fait, ils font des actions en justice pour empêcher vraiment ces projets complètement écocides d'avoir lieu. Samara Mani, Mathieu Burnel il parlait de points de fixation, là on parle de lieux comme ça qui ont besoin de lutte, on est dans ces idées-là. Oui, tout à fait, parce que moi j'appelle ça aussi les luttes silencieuses dont on parle peu à la fois parce que dans la presse, dans les mass médias, parce que ça fait pas assez le buzz, c'est pas assez spectaculaire et effectivement ça rejoint ce que tu dis sur ces personnes à l'échelle locale qui ont envie de défendre une forêt, combattre l'installation d'industries polluantes et toutes ces luttes silencieuses, je pense qu'elles sont importantes parce que le réveil citoyen, il se fait aussi à l'échelle locale. Alors tu disais, de toute façon, au niveau de l'échelle pour le climat, il n'y a que l'État qui peut faire quelque chose, mais nous, depuis que Kaizen... Pardon. Oui, pardon, pas exactement, mais c'était un petit peu voilà, pour changer les choses, il y a peut-être que l'échelle étatique qui peut changer quelque chose. Moi, je pense pas, parce que ce qu'on a pu observer à travers de tous ces reportages et ces enquêtes qu'on a pu faire dans Kaizen aussi, c'est qu'il y a un pilier de 3 acteurs qui sont fondamentaux. Donc, les citoyens, donc, les associations et surtout les élus locaux. Donc à partir du moment où il y a des implications des mairies, des communautés de communes sur par exemple des constructions de parcs d'énergie solaire dans un village avec à la fois des actionnaires citoyens, des subventions locales des élus et puis des associations écologistes, là on voit que ce trio est souvent gagnant parce que
tous les acteurs de la société civile et politique sont réunis sur un même projet commun. Et je trouve que on parlait de convergence tout à l'heure, que ce soit de lutte écologique ou sociale, dans cette convergence à la fois politique, citoyenne et associative, c'est vraiment un phénomène intéressant dont on parle peu dans les masses médias, et ils font partie de toutes ces luttes au quotidien silencieuses qui font peut-être émerger petit à petit les choses vers des politiques plus étatiques ou une pression qui monte vers le haut qu'on observe un peu plus ces dernières années. Mathieu voulait réagir, hein, je l'ai vu. Deux micros. Mais moi, par exemple, je suis pas tout à fait d'accord, notamment sur le trio. T'as dit c'est élus locaux, citoyens et associations. Et en fait, j'ai l'impression que empiriquement, si on regarde les luttes des dernières années qui ont été un peu victorieuses, qui ont obtenu des choses, il y avait aucun de ces trois-là, quoi. C'est-à-dire que si on prend par exemple la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou le mouvement des Gilets jaunes, qui est le seul mouvement qui a obtenu des trucs, et en fait, ce qu'il y avait, c'est... Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui fait que ça... Enfin, j'ai l'impression que ce qui fait que ça a fonctionné, ce qui fait qu'il y a eu un rapport de force avec l'appareil d'État qui s'est créé, c'est précisément parce que c'est pas passé par les élus, c'est pas passé par les associations, et les gens ne se sont pas exprimés en tant que citoyens, mais précisément en tant que l'envers du citoyen, à savoir des gens qui se tapent dans la rue, quoi. Et donc, je suis pas du tout sûr que ce soit ça le trio gagnant. Mais après, j'en proposerai pas un troisième. C'est pas une opposition intéressante peut-être avec les Gilets jaunes ou autres, cette opposition entre les gens qui veulent influer sur les politiques et les gens qui veulent faire sans les politiques. Oui, tout à fait. Et après, mais ça c'est une question de fond, à savoir, c'est une question quasiment de croyance, je crois, au sens quasiment religieux du terme. Est-ce qu'on pense que dans le système capitaliste actuel, dans le régime, dans le type de monde dans lequel on vit, est-ce qu'on pense sincèrement que l'appareil gouvernemental va répondre aux exigences citoyennes autonomes des gens. Voilà, mais c'est un vieux débat. Hein. Il y avait ça pendant dans tout le mouvement altermondialiste. C'était un truc. Il y avait tout le citoyennisme de attaque, de machin, en disant voilà, on va culpabiliser nos dirigeants jusqu'à ce qu'ils acceptent que. Moi, j'ai l'impression que l'histoire de manière générale et l'histoire récente encore plus tend plutôt à démontrer que ce qui fait qu'on arrive à obtenir des choses, c'est rarement en le demandant et en discutant avec l'État. Mais voilà, c'est une question enfin, il y a des gens qui pensent qu'il faut voter France Insoumise, d'autres gens qui pensent qu'il faut faire des émeutes. Enfin, il y a plein d'avis possibles sur la question, bien évidemment. Voilà. J'en profite, c'est une bonne transition que tu m'offres pour parler un peu de ça, cette question du rôle de l'État. Un autre sujet qu'on voulait évoquer dans cette discussion, c'est celle des services publics au sens large. Ces dernières semaines ont vu de nombreuses actions de services publics. Les pompiers, par exemple, très présents à Paris dernièrement. On a aussi vu malheureusement la mort d'une directrice à Pantin, Christine Renon, qui a suscité beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions. Je pense aussi au collectif Interurgence sur les urgences, la RATP, la SNCF, plein de choses comme ça. En ce moment, on voit beaucoup d'institutions qui s'occupent de services que nous on juge essentiels et réguliers et publics, tirer la sonnette d'alarme, aller dans la rue, manifester pour faire vivre ça. Je voulais en parler là-dessus et d'abord en quoi notamment Erwan, je voulais te poser cette question, Erwan Manac de Politis, cette colère-là, elle monte et elle répond à des revendications qui sont d'un corps de métier très différent à l'autre, pas si lointaines les unes des autres. Ouais, disons que ça craquelle de partout et c'est le résultat d'une politique qui dure depuis 15 ans. Enfin même plus les politiques néolibérales, mais depuis les RGPP, c'est des baisses de finances publiques pour tous les services publics. Et là, Macron est monté en puissance. Son objectif c'était 120 000 postes de fonctionnaires supprimés. Il a un petit peu baissé parce que de toute façon c'est irréalisable. On est plutôt sur 80, mais de toute façon il a mis tous les services de l'État en tension. Évidemment les pompiers, évidemment l'éducation nationale. Il a fait passer, alors c'était un peu technique, donc c'est passé très discrètement. En plus ça a été voté en plein mois d'août, mais une réforme de la fonction publique, l'équivalent d'une loi travail pour les fonctionnaires. Donc là, on a le résultat de quelque chose qui était presque annoncé, c'est-à-dire par mesure d'austérité, il a mis tous les services de l'État en tension. Et donc ça se traduit naturellement par des mouvements partout. La grosse question, c'est est-ce que ça peut converger, c'est un mot qui est vachement galvaudé, mais en tout cas monter en puissance pour que ce soit audible et surtout pour que le rapport de force s'instaure pour imposer un changement de direction, quoi. Mathieu Mollard de Street Press, tu es très présent toi dans les manifestations, vous y êtes beaucoup Street Press. Ces manifestations, qu'est-ce que ça vous a évoqué dans la rédaction ? Moi ce que je trouve, on a vu depuis un peu avant les Gilets jaunes en réalité une évolution dans le mode de manifestation.
le collègue en parlait tout à l'heure, on a basculé vers des manifestations émeutières de plus en plus souvent. Moi, ce que ça pose une question, c'est que la France, pendant de longues années, a fonctionné sur un dialogue, ce qu'on a appelé le dialogue social, c'est-à-dire des corps intermédiaires, des syndicats essentiellement, des organisations qui sont reconnues par l'État français, qui dialoguent et qui construisent un rapport de force, ou en tout cas un échange, qui est censé aboutir à un consensus. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que les syndicats se sont cassés la gueule, notamment parce que les gouvernements successifs ont tout fait pour qu'ils se cassent la gueule, à partir du moment où on limite le droit de grève en disant qu'il y a un service minimum, tout un tas de mesures qui ont été prises, et notamment un contournement de ces corps intermédiaires. Ils ont perdu leur légitimité. Aujourd'hui, quand on va en manif, je pense que beaucoup partageront cet avis-là. J'entends souvent, la CGT, à l'échelle locale, oui, ça peut filer un coup de main quand on a une galère au sein de l'entreprise, mais à l'échelle nationale, de moins en moins de gens y croient. Ça a eu, à mon sens, deux effets. L'un qui est clairement négatif, c'est que la capacité à mobiliser a baissé. Aujourd'hui, quand on voit une manif qui regroupe 50 000, 60 000 personnes, on est content, on s'est dit, il s'est passé quelque chose. Il y a encore quelques années, il y avait beaucoup plus de gens qui se mobilisaient physiquement dans le cadre des manifestations. Par cette action-là. Ce qui se passe aussi, c'est que ça crée des nouveaux modes de manifestation qui peuvent être intéressants, et aussi des nouveaux modes d'organisation. Et en tant que journaliste, la question, c'est comment je fais. Avant, on voulait parler des grèves. On appelait le mec de la CGT ou le mec de la CFDT, selon la couleur de son média. On lui disait, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? Il disait, je suis pas content à cause de tel truc. On passait un petit coup de fil au porte-parole du gouvernement. Éventuellement, on dilait un petit reportage dans un CHU. Et on avait son sujet qui était bouclé assez calmement. Et la différence d'un média à l'autre, c'était, est-ce qu'on appelle plutôt la CGT, plutôt Sud, ou plutôt la CFDT ou le MEDEF ? Aujourd'hui, force est de constater que ces syndicats, ils sont de moins en moins représentatifs, d'autres formes de mobilisation se créent, et nous, en tant que journalistes, ça pose une question. Ça nous oblige à aller parler à d'autres gens. Il y a des syndicats autonomes qui sont créés dans le cadre des livreurs, des livreaux, etc. Le CLAP, par exemple. Voilà. Comme ça. Et ça nous oblige à penser notre travail autrement, et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Il faut aller au plus près des gens qui sont dans ces services publics pour comprendre ce qui se passe, pour porter leur voix, leurs revendications, pour faire émerger ces débats-là, parce qu'aujourd'hui, les syndicats ont de moins en moins la capacité de le faire. Je suis content que tu évoques la question des livreurs, notamment. Lauriane, tu as fait une enquête sur les livreurs, en l'occurrence pour Radio Parleur. Comment tu as travaillé avec le CLAP, qui est un collectif de livreurs qui s'est créé, qui ressemble à un syndicat mais qui n'en est pas un, et qu'est-ce que ça avait de particulier de bosser avec quelque chose d'un peu auto-créé, auto-géré comme ça ? Le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, oui, c'est ça, ils se sont créés en 2017, si je ne m'abuse, parce qu'en fait, les syndicats ne représentent pas les auto-entrepreneurs, et ils ne comprennent pas, en fait, surtout, ils ne comprennent pas leurs problématiques de travail, et, ou alors la CGT a essayé de faire quelque chose, et je me souviens, un des membres, un des livreurs qui a lancé des choses à Bordeaux, une lutte à Bordeaux pour les droits des livreurs, est allé voir la CGT au tout début de Deliveroo, il lui a dit, aidez-moi. Vous voyez bien, alors vous connaissez tous un peu le système des Deliveroo, j'imagine, mais il expliquait, aidez-moi, c'est vraiment un système délétère, ça va vraiment prendre de l'ampleur, filez-moi un coup de main. Et ils lui ont dit, ah non, on comprend pas, non merci, au revoir. Enfin, ils l'ont vraiment éconduit. Alors il s'est retrouvé démuni, et je pense que c'est ce qui a poussé notamment Jérôme Pimaud à Paris, qui est un des porte-parole, il n'aimerait pas que je dise ça, mais bon, un des fers de lance de la contestation anti-Deliveroo, a lancé ce CLAP. Et en fait, moi je trouve ça, c'est un peu basique comme réflexion, mais moi je trouve ça bien. C'est pas très grave que les syndicats ne comprennent pas, parce que les gens ont compris maintenant comment s'auto-organiser, ont compris que c'était possible. Et alors évidemment, personne n'a encore réussi à changer la politique salariale désastreuse de Deliveroo, mais quand ils font des actions, les livreurs, il y a
plus de journalistes que de livreurs, presque. Donc ça prouve bien qu'on peut mobiliser la presse, même si on n'est pas très nombreux, sur des problématiques importantes qui intéressent un peu tout le monde, parce que beaucoup de gens utilisent des livres et au début, les gens ne savaient pas vraiment quelles étaient les conséquences. Les gens aujourd'hui, par exemple, ne savent pas que la grande majorité des livreurs à Paris, c'est des migrants, c'est des sans-papiers qui sous-louent leur compte et qui parfois ne se font pas payer. Enfin bon, vous pourrez lire ça dans Radio Parleur et ailleurs. Hein. Il y a plein de médias qui ont couvert ça et des médias grand public hein, aussi également. Donc le fait qu'il y ait ces syndicats, enfin qu'il y ait ces collectifs qui se montent, qui soient vraiment spécialisés sur cette problématique, par exemple des livreurs à vélo, ça te fait un interlocuteur parfait qui t'explique très très bien la lutte. Et j'imagine que c'est pareil, par exemple chez Interurgence notamment. Je pense il y a un peu la même chose, peut-être que je passe. Le collectif Interurgence dans Candice Lafarge qui est porte-parole. Je vois que tu te tournes vers toi, Erwan, je sais pas. Non, moi j'ai pas travaillé particulièrement sur Interurgence, mais c'est clair que je pense que c'est un dénominateur commun de tout ce qu'on voit surgir, c'est que ça surgit hors cadre. Et comment on traite avec ça, on discute, tout simplement, on choisit aussi avec qui on discute, avec qui on enchaîne. Quand on est journaliste, en tant que journaliste, moi j'ai pas ressenti personnellement que c'était une difficulté particulière. À la limite, au contraire, c'est rafraîchissant. Donc on a plus envie ça change d'interlocuteur. Et pour moi, le défi, il n'y a pas une difficulté particulière à avoir à changer d'interlocuteur. Et par contre, c'est sûr que les choses se reconfigurent à chaque fois de façon nouvelle et ressurgissent de façon nouvelle. Donc on réinvente un petit peu la roue. C'est un reproche qui a été fait à Nuit Debout par exemple. En même temps, Nuit Debout a amené quelque chose de très neuf. Donc on est toujours dans cette dichotomie entre la continuité et quelque chose de très neuf. Pour nous, c'est bien, ça renouvelle les histoires qu'on raconte, puisque c'est un peu raconter le réel, quand ça se reconfigure. Au contraire, moi je trouverais presque que c'est plus facile de bosser avec le surgissement comme Extinction Rebellion, qui dépasse Alternativa, qui déjà Alternativa dépassait le mouvement altermondialiste traditionnel, mouvement altermondialiste qui est obligé de se reconfigurer, de se réinventer. C'est une période hyper... Je sais pas, plus généralement peut-être Mathieu, est-ce que tu as l'impression que les mouvements chaque fois dépassent d'autres ou on réinvente des choses et on a juste une vision progressiste du chose? Je pense que l'histoire est complexe. Parfois, les gens refont des bêtises vraiment énormes, etc. Il faut les faire pour apprendre. Moi, je suis pas du tout sûr qu'il faille regretter la fin de l'hégémonie syndicale en France. Mais non, moi, je voulais juste parler sur un petit détail qui, vu qu'on donne un peu notre avis sur les trucs, moi qui m'a apparu vraiment hyper intéressant dans le mouvement dans les hôpitaux là. Et donc nous, on a écrit un article. Enfin, c'est des jeunes collaborateurs qui font aussi médecine en parallèle et donc qui ont suivi les AG, etc. Et alors il y a un truc que moi je trouve absolument formidable dans ce mouvement, un petit détail mais qui en fait contient à mon avis politiquement beaucoup de choses. C'est que grosso modo ce qu'il y a d'un petit peu novateur là dans ce qui se passe à l'hôpital à Paris, c'est que les médecins qui en général sont quand même plutôt réac, plutôt machin, donc les gros pontes de médecine à Paris sont d'accord pour se mettre en grève et sont là, ça peut plus se passer comme ça. Et donc il y a une mobilisation assez inédite. Donc c'est pas les infirmières, les aides-soignants, etc. comme d'habitude. C'est un peu le haut de la classe. Des convergences de corps de métier au sein d'un même domaine. Voilà, ouais, mais enfin c'est pas juste des corps de métier, parce qu'en fait quand on est c'est corps de métier différents et aussi des salaires différents, etc. quoi. Mais le petit détail hyper bien, c'est le type d'action qui a été choisi. Et en fait, ce qu'ils ont choisi, c'est de ne plus donner aux autorités de l'hôpital, à la direction de l'hôpital, pardon, de plus donner le codage des actes qu'ils font chaque jour. Et ça, en soi, on pourrait se dire que c'est peu de choses. Mais ce que ça contient, c'est en fait, habituellement, les gens demandent plus de moyens. Ils sont là, s'il vous plaît, vous nous donnez moins de sous, on voudrait plus de sous, etc. Ça, c'est le truc de gauche, français, on est là. Bon, là, en fait, ce que ça contient, cette pratique, c'est une autre idée qui est... on ne veut pas que notre activité médicale puisse être évaluée, comptabilisée, mise en mesure. Et ça, c'est autrement plus subversif que de demander un poste en plus. Et parce que si on pense, ce qui est le cas de notre rédaction, que le problème du capitalisme, c'est pas la répartition des richesses, mais c'est la mise en mesure de la totalité du monde, et ben là en fait, presque sans s'en apercevoir, les médecins ils touchent au cœur même, non seulement du capitalisme, mais de l'économie même, c'est-à-dire de la logique économique elle-même qui permet le capitalisme, que l'économie et le capitalisme c'est la même chose, c'est un point philosophique extrêmement important. Et ouais, et tout ça pour dire que, parce que
parfois, nous, on dit des trucs, on pourrait donner avoir l'impression qu'on est toujours là, ouais, machin, émeute, truc, muche, baston et tout ça. Non, il y a des éléments excessivement subversifs qui peuvent se cacher, enfin, ils ne se cachent pas là, mais en fait, qu'on peut déceler dans des pratiques de résistance à l'ordre des choses et qui contiennent en fait beaucoup plus que la chouinerie de gauche habituelle. Ah, s'il vous plaît, on n'a pas de chance, quoi. Et voilà, donc ça, je pensais qu'il fallait le noter. Et voilà. Erwan Manac, tu voulais réagir? Moi, je vais revenir sur ce que disait Mathieu sur le syndicalisme. Je partage tout à fait le constat que c'est en fait la conséquence déjà de politique. On a fait en sorte que les droits au syndicalisme soient réduits. Il y a aussi une difficulté pour les syndicats, c'était qu'ils ont combattu la sous-traitance, ils ont combattu l'ubérisation. Du coup, de défendre les salariés sous-traités et les salariés ubérisés, il y a eu au début un choc culturel. Enfin, c'est toujours hyper, on est complètement dedans. Ils ont pris conscience que c'était l'enjeu du moment, et surtout ils ont bien compris que c'était passé par le Front social par exemple au moment de la loi travail, par leur base, etc. Mais pour autant, je pense déjà que le syndicalisme n'est pas forcément mort. La RATP a montré que la bonne vieille grève pouvait encore être un moyen de lutte. La SNCF, ils ont pris tellement dans la gueule ces derniers temps, donc c'est pas forcément eux qui vont être aux avant-postes comme ils ont pu l'être, mais le 5 décembre on va donner une mobilisés sur des questions de sécurité quand même dernièrement, par exemple. Oui, voilà, dans un réflexe parce qu'ils ont eu peur, ils ont flippé à cause de l'accident dans les conditions. Mais surtout, je pense que l'affaiblissement du syndicalisme et plus généralement l'affaiblissement des droits des salariés dans l'entreprise pour s'exprimer explique en partie le surgissement de la violence dans la rue. Tout simplement, pas de justice, pas de paix. Si les saisines au prud'homme chutent de moitié en 10 ans, comment les gens se font justice aujourd'hui? S'il n'y a plus de droit pour s'exprimer en entreprise, pour aller gérer le conflit du quotidien, comment les gens vont aller derrière se faire justice? Ça me paraît être juste une évidence. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais ces luttes-là multiples qu'on parle, les pompiers, même les policiers, d'autres, etc. Est-ce qu'on est dans des luttes de corporation? On défend chacun son bout de gras, demander plus d'argent, ce que disait Mathieu, ou est-ce qu'on commence à voir quelque chose qui se dessine plus largement à votre sens? Question un peu difficile peut-être. Moi, je viens de parler, donc peut-être que... Moi, je pense que c'est le gros problème du moment, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a partout de la colère, mais il n'y a pas encore de langage commun et d'issue commune entre toutes ces luttes. Et j'en profite, ça me permet de partir sur un peu le dernier sujet qu'on voulait évoquer, c'est cette question de la convergence. À part si tu voulais ajouter quelque chose, Lauriane, je te voyais prendre le micro. En fait, c'est surtout sur le mouvement écolo, parce qu'on accuse souvent les écolos, ils sont contre un projet, et c'est un peu not in my backyard, c'est-à-dire le poulailler pas chez moi, mais peut-être chez les autres, je m'en fiche. Et c'est plus le cas. En fait, les gens remettent vraiment en cause ces systèmes d'exploitation de la nature, et ils veulent pas de ce poulailler. Alors, je suis passionnée des poulaillers, mais ils veulent pas de ce poulailler ici, chez eux, mais ils n'en veulent nulle part. En fait, ils veulent plus de ce modèle de l'agriculture industrielle. Et c'est le cas, en fait, sur beaucoup de luttes écolo, qui rejoignent les luttes sociales, mais et l'argument de l'emploi ne marche plus, parce qu'on leur promet souvent, c'est souvent des régions qui sont assez, où le chômage est très élevé, et ils comprennent très bien que souvent, ça fait soit des emplois très précaires, soit pas d'emploi du tout, parce que c'est de l'industrialisation de l'élevage, ou alors, dans le cas des centres commerciaux, ça siphonne les centres commerciaux à côté qui peinent à survivre. Donc c'est juste de la bétonisation du territoire, et les gens n'en veulent plus nulle part. Et, sur l'action de la convergence rapidement, après je vais te faire réagir Mathieu justement, parce que tu as travaillé notamment sur les Gilets jaunes, un documentaire qui est visible sur Street Press. Aujourd'hui c'est l'acte 50 des Gilets jaunes, je tenais à le dire quand même, ça se passait à Nation là, juste à côté, et il y avait plein de policiers partout comme à chaque fois, et c'est quand même un gros chiffre. Peu de mouvements sont arrivés à temps d'actes, de mouvements, d'actions. Il est notamment dédié à la mobilisation au Chili. Avant c'était la mobilisation des cheminots, à chaque fois en fait maintenant il y a une sorte de thématique qui se recrée. Est-ce qu'à l'image de ce que tente faire une partie de ce mouvement Gilets jaunes là, qui prend encore la rue aujourd'hui, on peut réfléchir via l'exemple des Gilets jaunes à des convergences nouvelles et à commencer à partir là-dessus? Voilà, c'est la grosse question. La question des convergences, elle est très complexe, et je sais plus qui disait ça tout à l'heure, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Parce que historiquement, la convergence des luttes, c'est quoi? C'est pas la convergence c'est très rarement la convergence de toutes les luttes. C'est la convergence de quelques luttes dans lesquelles les syndicats, notamment à l'époque, étaient très structurés, qui se rejoignaient parce qu'ils étaient de la même façon attaqués. Parce que, donc, les retraites, par exemple, ça touchait
tous ces corps de métier, donc qui convergeaient l'un avec l'autre pour en réalité défendre leurs propres droits. C'était pas une convergence au-delà de leurs propres droits. Et cette convergence à l'ancienne, j'ai envie de dire, elle a toujours laissé de côté plein de gens. La convergence des luttes, elle s'est jamais faite avec les gens des quartiers populaires. On a appelé les gens des quartiers populaires à rejoindre les luttes des autres. Mais quand ça fait que peu de temps, et sur l'impulsion notamment du comité Adama, que des syndicalistes, que des gens issus d'autres types de mobilisation sociale vont dans l'autre sens et passent le périph'. Les milieux ruraux, les questions écologiques, il y a rarement eu de convergence. On n'a pas vu beaucoup la CGT se mobiliser, je parle de la CGT mais c'est valable pour tous les syndicats, se mobiliser sur ces questions-là. Donc moi, la convergence des luttes, c'est quelque chose qui je trouve a des limites. Par contre, c'est les échanges, les concomitances des luttes qui est quelque chose d'intéressant. Et là, chez les Gilets jaunes, et aussi dans un certain nombre de mouvements écolos, environnementaux, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont réussi à créer leur propre forme d'organisation pour répondre à leurs propres problèmes. Avant tout, on part de ces emmerdes, de ce qui nous touche chacun au quotidien. On ne va pas nier ça. Le comité Adama, il s'intéresse aux questions des violences policières parce que dans les quartiers populaires, ils ont subi plus que d'autres et plutôt que d'autres les violences policières. Notre-Dame-des-Landes, les agriculteurs, enfin les paysans qui se sont mobilisés, c'est parce que c'était eux qui étaient directement touchés. Par contre, qui se créent des échanges et des espaces de rencontres pour qu'il y ait un front commun, ça, peut-être que c'est une solution. Et ce que je trouve, après j'arrête de parler et de mobiliser la parole, dans le cadre de ce docu dont tu parlais, nous on a fait des projections. Hier j'étais à Toulouse, je suis allé à Rouen, je suis allé à Strasbourg pour projeter ce docu et pour échanger avec les gens. Et souvent à l'invitation de Gilets jaunes ou de groupes de Gilets jaunes. Et en fait, les Gilets jaunes, ils sont moins nombreux en manif qu'avant, mais il existe tout un tas de comités locaux. Des maisons du peuple, des choses comme ça. Exactement, qui s'organisent et qui font venir des gens, pas forcément sur leur propre thématique, leur propre lutte, mais sur plein de choses. Et ça crée quelque chose d'inédit qui est une base qui, à mon avis, peut servir pour plus tard. Et j'en reviens parce qu'on a un débat entre journalistes. Faut pas qu'on soit aveugle à ça, quoi. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe, qu'on sorte de Paris, on sorte des structures syndicales classiques, on aille voir ce qui se passe au-delà de tout ça. Et je signale justement que le week-end prochain a lieu la 4e assemblée des Gilets jaunes, à l'assemblée des assemblées à Montpellier. Radio Parleur y sera, je pense que d'autres médias aussi y seront, mais c'est typiquement très intéressant ce genre d'initiative qui peut se faire. Ça va, Ramani. On a l'habitude de dire qu'en France, on aime bien cloisonner les choses, mettre les gens dans des cases, parce que cette pensée qui a ses avantages cartésiennes qui range et qui la suffit, mais elle a aussi ses limites. Elle a ses limites parce que ça rejoint cette vision de voilà, chacun pense d'abord à son petit monde, à son petit ego, à sa petite propriété, et on n'a pas jugé à sa fin du mois. Aujourd'hui, moi, je trouve ce qui est intéressant dans cette convergence de lutte ou cette multiplication d'abord, avant de parler de convergence, d'abord on observe une multiplication des luttes dans tous les domaines, que ce soit écologiques ou sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est à partir de ce moment où c'est révélateur, ça veut dire qu'on sait tous, on est en transition, on est à la fin d'un système. Ça a toujours fonctionné comme ça aussi dans l'histoire, dans toutes les civilisations. Donc il y a une augmentation de toutes les contestations sociales à tous les niveaux et toutes les échelles de la société. C'est ce qu'on est en train d'observer. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chacun continue à lutter dans son coin et nous, journalistes, est-ce qu'on continue à couvrir les événements de manière cloisonnée ou est-ce qu'on prend du recul? Et c'est aussi souvent le travail des chercheurs et c'est ça qui est intéressant pour avoir une vision beaucoup plus globale et ne plus opposer, parce que moi je me souviens il y a 20 ans, 15 ans, on disait non mais pas l'écologie, c'est d'abord les humains d'abord, on doit d'abord manger et puis ensuite on s'occupera de la planète, mais à partir du moment où on essaye de prendre du recul et de faire le lien, comme je disais tout à l'heure au début de la conférence, entre le système capitaliste très prédateur des ressources naturelles, on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition. Comme il n'y a pas d'opposition entre les mouvements locaux qui proposent des solutions dont je parlais tout à l'heure, qui sont vraiment à l'échelle locale et qui passent ce cap. Ensuite, c'est la deuxième étape après la contestation. La contestation de Notre-Dame-des-Landes, des mouvements sociaux sont très intéressantes et là, ça joue en rapport de force avec l'État. Mais je pense qu'il faut
faut pas oublier ces petites luttes dont on parle avec le poulailler, la forêt, et tout ça, c'est différentes échelles, et à nous aussi, journalistes, de couvrir à la fois le global et le local. Mathieu, merci. Je voulais juste dire un truc sur le concept de convergence de lutte qui moi m'embête un petit peu. Alors d'abord parce qu'en fait c'est vraiment l'ancienne de tous les trotskistes depuis 40 ans et ils existent plus trop maintenant, ce dont on peut que se féliciter, mais on utilise encore leur langage, ce qui est quand même à mon avis un petit peu problématique, parce qu'en fait souvent l'erreur qu'on commet, c'est qu'on se dit convergence de lutte c'est cool parce qu'en fait ça serait l'opposé d'être chacun dans son coin. Le problème, c'est que le geste de converger, c'est pas se mettre les uns à côté des autres. Enfin, c'est pas se mettre en contact. Le geste de converger, c'est aller vers un centre. Alors pourquoi est-ce que les trotskistes ils aiment trop bien? Ils aiment trop bien parce qu'ils sont là. Ah bah ouais, trop cool. Le centre, en fait, ça va être nous. Vous savez, les gens, le prolétariat, etc. Et le problème, parce qu'évidemment, eux, ils pensent qu'ils vont avoir ce poste des gens qui vont pouvoir être le point de convergence de ces luttes. Le problème, c'est qu'en fait, ce poste, il est plus à pourvoir. Plus personne n'en veut. Et donc l'exemple de la totalité des luttes en cours, des gilets jaunes, etc., c'est que personne ne veut de représentants du prolétariat animé par la conscience superbe du je sais pas quoi. Et donc, l'idée que le geste, ce serait un geste qui consiste de lutte ultime, ce serait un geste qui consisterait à s'arracher de là où on est pour venir vers le centre du cyclone que serait la 4e internationale. Je blague un peu, hein, mais c'est quand même l'idée est la même. Pour en fait venir discuter entre chefs de ça, la totalité du réel des luttes en cours démontre une envie complètement contraire. Donc, nous embêtons pas avec cette histoire de convergence de lutte. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant de penser des passerelles, de penser des langages communs, de penser les mots de l'expérience qui font que... et ça se trouve, hein, pourquoi est-ce que les gilets jaunes, à un moment donné, se disent « Ah ouais, merde, en fait, ce qui se passe dans les banlieues, effectivement, on s'en était pas bien rendu compte, mais c'est vrai que maintenant qu'on voit ce que font les flics, c'est chaud. » Voilà, ce langage, il se trouve, l'expérience, elle est donnée et elle doit être traduite, elle doit être... ça, à mon avis, ça me paraît être l'approfondissement là où chacun est depuis ses points de force et trouver la manière de raconter l'expérience me paraît être beaucoup plus intéressant que l'extraction vers la convergence. Bon, ça, c'est plutôt une multiplicité qui se rencontre. Ouais, enfin 2 points. Enfin, je pense qu'il y a une question. Enfin, je pense que c'est pas le même geste de prendre parti dans la bataille générale qui se mène contre nous et celui de vouloir converger machin. Mais bon, peut-être qu'on dira que je pinaille. C'est pas très grave. Le dernier point. Après, j'aurais plus grand chose à dire, mais parce que je tenais un peu à en parler parce qu'il s'avère que moi j'habite à Rouen où il y a Lubrizol quoi. Et alors c'était pas prévu dans le programme, mais là je pensais, je me disais c'est trop con parce qu'en fait Lubrizol ça permet de voir, enfin en tout cas moi ça m'a permis de capter plein de trucs que je trouve intéressants et que j'aimerais bien partager avec vous et qui ont à voir évidemment avec ce qu'on est en train de parler là. Donc il y a quand même des mobilisations en plus. Ouais. Alors, les mobilisations à Lubrizol elles sont hyper nulles. C'est vraiment hyper nul. C'est-à-dire que enfin Rouen l'agglomération c'est 400 000 personnes ou 500 000 personnes. Les manifestations il y a 2000 personnes, il y a tous les vieux gauchistes qui sont là, ah ouais, regardez le machin, enfin tout le monde, les écolos sympas qui sont là, regardez, votez pour nous. Bon, chacun vient jouer un petit peu sa petite partie, mais c'est globalement excessivement faible. Enfin, par rapport à ce que ça représente, c'est-à-dire potentiellement des dizaines de milliers de personnes intoxiquées, machin, tout le monde, les enfants, cancer, 3 bras, tout ça. Enfin, c'est ça à peu près le truc. Et là, les gens sont là, ah ouais, galère. Mais alors. Ce qui est trop bien, c'est que on est vraiment une fois de plus face à un des écueils, enfin à des achoppements du gauchisme incroyable. Spontanément, les gens disent ah on veut la vérité. Donc à l'État, ils le réclament à l'État. Voilà, parce que le préfet il ment dès le début. Le préfet il ment. Après par des moments il dit la vérité. Le maire de Rouen, la première déclaration qu'il fait, elle est incroyable. La première déclaration qu'il fait à France Bleu à 8h du matin, il y a le feu derrière, gros nuage, tout le monde là. Et le mec on lui tend le micro, on dit ah ben monsieur Yvon Robert, qu'est-ce que vous pensez de la situation, etc. Vous avez quelque chose à dire à vous administrer? Et le mec il dit bon alors, écoutez, je voudrais commencer par dire une chose, c'est que l'entreprise Lubrizol est une entreprise avec laquelle nous avons eu toujours beaucoup de plaisir à travailler. Par ailleurs, ils ont toujours fait beaucoup de choses pour l'environnement, parce qu'en fait avec leur petit lubrifiant, ça fait qu'on consomme moins d'essence. Le mec, il est maire, c'est la première déclaration qu'il fait quoi. Je sais pas, c'est mythique quoi, trop bien. Et donc, mais bref, ils mentent tous, évidemment.
il ment, le préfet ment, vous inquiétez pas, tout va bien, de machin. Il n'y a pas une seule personne à Rouen, pas un seul habitant de Rouen qui pense qu'ils disent la vérité. Personne ne les croit. Donc là, d'un seul coup, le geste qui consiste à se dire, ah mais regardez, c'est des menteurs, nous on veut la vérité. Tout le monde dit, ah oui, c'est des menteurs. Mais quelle vérité? Le problème, c'est que, je veux faire rapidement. En gros, la vérité, on la connaîtra jamais. Enfin, on la connaîtra dans 20 ans. Pourquoi on la connaîtra pas? Parce qu'en fait, ce qui a cramé les molécules, etc., elles se mélangent avec le fait de rentrer en combustion, elles s'altèrent, etc., etc. En chimie, on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah tiens, je cherche telle variante de telle molécule, de tel machin, de machin. Et là, on peut dire, vous l'avez ou non dans votre corps, ou dans votre slip, ou ou sur votre pomme, ou sur votre machin truc. Et à partir de là, on peut dire, ah bah dans des cas de figure comme ça, est-ce que les gens ont eu le cancer et sont morts plus ou moins rapidement? Évidemment, il n'y a pas de précédent. Donc en fait, la seule vérité qu'il y aura, ça sera dans 20 ans, on pourra dire, ah bah oui, effectivement, il y a un peu plus d'enfants qu'on croira, etc., etc. Donc la quête de vérité est absolument inaccessible. Et donc on peut être là, ah, on la veut. En fait, le préfet ment aussi parce qu'en fait, il ne la détient pas, cette vérité, et il ne sera pas capable de la produire. De là se pose une question vraiment très, à mon avis, terrible. C'est que ce que ça montre, c'est un niveau de dépossession politique absolu. C'est-à-dire que, en fait, on peut demander par réflexe, on demande à nos dirigeants de nous aider, quoi. Allez, s'il vous plaît, dites-nous ce qu'on doit faire. Et les mecs, ils disent, ah, ben, passez pas l'aspirateur parce que pour les particules fines, elles vont aller en l'air, après c'est mauvais. Donc, passez plutôt de la flotte et lavez-vous les mains. Les gens, bah, ils se lavent les mains. Moi, je dis, ah, c'est quand même bizarre si je peux plus passer l'aspirateur chez moi. Ça, c'est véridique, hein, c'est une déclaration de la préfecture. Bah, c'est qu'il y a un problème. Mais voilà, on leur demande des comptes qu'ils ne sont pas capables de nous donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pouvoir aujourd'hui, il est plus dans les hommes politiques, il est dans l'organisation même de l'existence. Il est dans l'organisation logistique de notre quotidien. Et quel plus bel exemple que ce Lubrizol? C'est quoi? C'est du lubrifiant pour les petites voitures. Tous les jours, on prend notre voiture pour aller au travail. Et c'est le petit truc, on sait même pas que ça existe. Lubrizol, c'est quoi Lubrizol? C'est quoi le lubrifiant? À quoi il sert? On n'en sait rien. C'est un micro-détail, un micro-rouage dans cette énorme machine qui permet et facilite notre quotidien. Micro-rouage, invisible, jusqu'au moment où il explose et tout le monde est là, waouh, en fait, Lubrizol, c'est quelque chose, quoi. Et donc, en fait, ce que ça dit, c'est notre niveau de dépossession par rapport à l'organisation même de ce qui rend la vie possible. Lorsque les choses s'arrêtent. Lorsque les choses s'arrêtent, ou qu'elles explosent, là, en l'occurrence. Et je vais juste terminer là-dessus. Ouais. Et donc, ça démontre qu'en fait, la question politique, elle se pose plus à l'échelle de la politique représentative, etc. Elle se pose par rapport à l'organisation même de l'existence. Et c'est ce que posent les gilets jaunes en bloquant les ronds-points, les machins, les bidules. Voilà, c'était juste mon analyse de Lubrizol. On va finir là-dessus pendant vos réactions, à part si quelqu'un vous le répond. Et je voulais proposer aux gens de poser leurs questions, de poser leurs remarques, de nous dire si c'était bien ou pas bien. Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent prendre la parole sur ces sujets-là? Extinction Rébellion, ces idées de convergence, Lubrizol peut-être, plein de choses comme ça. Monsieur à droite, est-ce que... Ah, je crois qu'un micro arrive, mais sinon on peut voir. Moi j'avais une question par rapport à, de manière générale, la désobéissance civile et plus son impossibilité. Est-ce qu'aujourd'hui on voit cette désobéissance civile, elle est questionnée au niveau politique, hein, on a entendu Ségolène Royal par exemple qui a donné son avis stupide sur la question. Au niveau de la justice, hein, avec les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, voilà, dans les mairies, voilà, qui ont été condamnés. Au niveau de la police aussi, on voit bien les exactions qui sont faites. Et est-ce que dans un futur proche ou lointain, est-ce que cette désobéissance civile, elle sera encore possible ou bientôt, de toute façon, ce sera plus possible parce qu'on aura un contrôle trop fort de ces actions sur les gens? Questionnaire, je veux y aller, ça va, Ramani? Oui, c'est une question intéressante parce que la désobéissance civile, il y a des sociologues qui ont travaillé là-dessus et elle se définit effectivement dans un positionnement citoyen et à la fois philosophique et politique où on s'inscrit contre une loi, d'accord? Mais à partir de là, c'est toute la question aussi démocratique qui est posée parce que la désobéissance civile, elle se définit aussi comme une action non violente contre la loi, mais non violente. Donc ça change beaucoup de choses déjà. Et la deuxième chose, c'est que le point de vue de la désobéissance civile, c'est de se positionner contre une loi qu'on considère injuste. Donc, on est dans une démocratie, les lois ne sont pas figées, elles sont là aussi, la désobéissance civile est là pour pointer du doigt contre une injustice, hein, parce que, avec Henri David Thoreau, il a commencé à pointer cette injustice. Aujourd'hui, 150 ans plus tard, on se dit évidemment qu'il avait raison.
de ne pas payer ses impôts contre un État qui était esclavagiste. Aujourd'hui, les Extinction Rebellion qui font des actions de désobéissance civile, ils ne sont pas les seuls, ou d'autres. Peut-être qu'on n'a pas parlé des générations futures, parce que là, il y a quand même une injustice intergénérationnelle, parce que ceux des 30 Glorieuses, et quand on voit tous ces vieux représentants qui critiquent cette jeune Greta Thunberg, c'est un peu facile de se dire oh mais elle vient d'une autre planète. Bah oui, elle a 15 ans, mais dans 50 ans, quand elle aura 65 ans, la planète, elle en sera où? Est-ce que ça sera encore légitime de dire elle avait raison de contester cette loi-là? Donc c'est intéressant dans la désobéissance civile, ce double positionnement à la fois politique, juridique et je dirais même philosophique et humaniste. Donc Gandhi, personne aujourd'hui, et Luther King se disait oh, ils sont hors la loi, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Non, on dit tous mais qu'est-ce qu'ils avaient raison, ils étaient pionniers. Donc et il y a aujourd'hui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on en parle dans notre dossier. Une association en France qui propose des stages de désobéissance civile où justement avec Extinction Rebellion et d'autres organisations ils disent voilà tout ce qu'il faut faire au niveau des gestes pour pas se faire embarquer par la police, ou ils leur expliquent tout un volet juridique sur les peines qu'ils encourent, ce qu'ils peuvent aller en prison ou pas. Les avocats, ils sont accompagnés par des juristes, par des avocats bénévoles. Les gilets jaunes aussi sont dans ce cas-là de désobéissance civile, avec tout ce côté juridique où il y a énormément de bénévoles qui les assistent et qui les accompagnent parce que en fait l'enjeu c'est de dire aux citoyens mais c'est hors la loi, c'est dangereux, donc ils jouent sur la peur envers les citoyens, et les juristes et les associations sont là pour rassurer les personnes citoyennes qui ont envie aussi de rentrer dans ce mode d'action. Les marches, alors voilà, est-ce que et dans ces stages, ce qui est intéressant parce qu'il y a une de nos journalistes qui a fait un reportage, on demande à chacun jusqu'où vous êtes prêt à aller pour vous faire risquer. Donc ceux qui veulent vraiment pas risquer l'emprisonnement pour leurs raisons personnelles, et ils ont le droit, donc ils les mettent pas au premier rang. Donc tous ces chaînes humaines ou alors ces die-in qu'on voit, les premiers qui sont sur la ligne de front, ceux-là sont portés volontaires, donc ils connaissent les risques juridiques qu'ils encourent. Mathieu, tu voulais réagir notamment peut-être sur la question de est-ce que ce sera encore possible de désobéir en manière civile, même si c'est effectivement, petite chose, on débat beaucoup à gauche et dans les médias de gauche des modes d'action. C'est-à-dire on dit est-ce que la désobéissance civile c'est bien, est-ce que l'émeute c'est bien, c'est pas bien. Moi je vous avoue que à la longue j'essaye de dépasser cette discussion-là parce que déjà chacun va choisit ses modes d'action. Sur est-ce que c'est possible, il y a juste un constat qui me semble indiscutable, c'est qu'aujourd'hui les libertés publiques en France se restreignent progressivement. Ça fait longtemps que c'est en cours, ça n'a pas commencé avec les gilets jaunes. Mais pendant les gilets jaunes, il y a eu 440 gilets jaunes, le chiffre date du mois de juin dernier, 440 gilets jaunes qui sont allés en prison, physiquement. Je parle pas qui ont été condamnés à de la peine de prison, ça il y en a beaucoup plus, mais il y en a 440 qui, soit dans le cadre de la détention préventive, soit dans le cadre après une condamnation, qui ont été en prison. Et l'un, si ce n'est le critère ou la loi qui les a plus envoyés en tôle, c'est un délit qui s'appelle le délit de participation à un groupe en vue de commettre des dégradations et ou des violences. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une loi qui a été votée par Christian Estrosi, sous Sarko, qui à la base visait les jeunes de banlieue, les hommes des quartiers populaires, où on se disait ils nous emmerdent, en tout cas eux pensaient ça, ils nous emmerdent, ils occupent l'espace public, ils ont rien fait, il faudrait qu'on trouve un machin pour condamner des gens qui n'ont rien fait. Et on avait inventé une loi qui permet de condamner des gens qui n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des éléments, selon l'interprétation de la justice, qui laissent à penser que vous aviez peut-être l'intention de commettre, vous n'avez rien commis du tout, on vous envoie en cabane. Ça peut être un caouet noir. Mais alors comment on juge qu'un caouet noir c'est une intention de commettre quelque chose? La gueule du client. C'est-à-dire que ma grand-mère, quand elle a un caouet noir, on ne juge pas qu'elle va aller commettre des dégradations ou des violentes. Par contre, un mec qui est plutôt gauchiste ou marqué à gauche, ou alors un mec de quartier, lui, un caouet noir, c'est qu'il a une intention. Et on envoie concrètement pour des semaines, des mois, des gens en prison qui n'ont
rien fait. Il y a tout un tas de lois qui passent. L'état d'urgence a été quelque chose de dramatique. Au moment de l'état d'urgence, on est allé chez les musulmans, parce que concrètement, les potentiels terroristes, c'était des musulmans, c'était la logique à l'époque. Il y a eu des milliers de perquisitions. Il y a moins de 1% de ces perquisitions qui ont amené à une procédure. Mais on a terrorisé des milliers de personnes, et Youssef Brakni, qui est un militant du comité Adama, m'a raconté qu'à un moment, il dormait dans son canapé parce qu'il ne voulait pas que les mecs ils rentrent avec des fusils chez lui et qu'ils tombent sur ses enfants. Donc lui, il dormait dans le canapé pour faire le barrage. Pas barrage... il n'allait pas sortir une arme, mais juste pour qu'il ne rentre pas tout de suite dans la chambre des enfants. Et donc... Pour répondre à cette question, est-ce que la désobéissance civile sera encore possible ? Moi, j'ai envie de dire, est-ce que toute forme de mobilisation et de contestation sera possible et dans quel cadre ? Parce que les libertés publiques sont de plus en plus restreintes. On a quelques minutes pour une toute dernière question-réaction et après on va s'arrêter là car le temps passe. Mademoiselle, là-bas, je ne vois pas très bien, désolé avec les spots. Oui. Bonsoir. Non, c'est bon. Alors moi, ça sera pas une... Enfin oui, si, c'est un constat. Ça peut être un constat, une remarque aussi. Voilà, une remarque. Encore une fois, ce constat est en continu. Vous parliez tout à l'heure de déconstruire les micro-organisations, que la discrimination est réellement dans les structures. Oui, c'est structurel, bien sûr, c'est la systémique d'État. La systémique d'État, c'est que l'État réellement discrimine structurellement par les institutions, par des organisations, par toute la constitution de la société. Et aujourd'hui, ce constat, il est aussi, du coup, ça en découle. Il est ici, il est en représentativité ici, c'est-à-dire que un événement où on convie à s'exprimer des journaux indépendants, notamment, on retrouve pas des journaux indépendants afro. Alors comment cela se fasse ? Il en existe réellement des journaux afro-indépendants. L'Afro, Négus, Nofi. Voilà pour une personne afrodescendante de Paris et en descendance des Outre-mer notamment et d'Afrique quand on remonte encore plus loin. Donc voilà, nous du coup on est perdus. Moi je me sens pas concernée par vos discussions du coup et on retrouve dans le public est essentiellement caucasien. Donc si on nous fait pas concerner aussi avec nos problématiques émises par nos journaux aussi indépendants afrodescendants, bien sûr que nous vous perdez réellement une majorité de public. Et du coup nous on se sent perdus. Voilà. Donc moi j'appelle réellement que pour un événement comme ça et pour les prochains événements notamment, de vous faire aussi accompagner des personnes afrodescendantes et là la cohésion sociétale, on pourra rentrer en lutte ensemble. Pour l'instant notre lutte elle est réellement séparée. Je pense qu'on peut juste dire qu'on est d'accord. Enfin, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir là-dessus. Moi, je pense qu'effectivement, la prochaine fois, il faut qu'on mène un travail là-dessus. On est super d'accord, mais la question, c'est qu'il faut poser à l'organisateur. Mais je pense qu'on couvre quand même, par exemple, moi, je suis blanche et je vais couvrir la lutte, la bataille du comité Adama depuis longtemps. Donc, je suis d'accord avec vous dans le fait que c'est hyper compliqué de se représenter et dans le manque de diversité aussi au sein des rédactions. C'est vrai, en fait, c'est hyper évident. Les gens, ils sont surtout... moi, je suis blanche. Enfin, du coup... et en fait, je sais pas trop. Il n'y a pas de réponse à ça à apporter. Parce que même par exemple, chez Radio Parleur, il y a plein de jeunes journalistes qui nous contactent pour venir faire des stages. Il y a... Voilà. Il y a une amie qui nous a dit qu'on était monochrome. Je trouve que c'était bien dit. C'est vrai. Mais je suis complètement d'accord. Mais voilà, les solutions. Voilà. L'institution, les écoles de journalistes sont. Je suis d'accord. Je m'appelle Samara aux personnes minorisées. Je suis afrodescendante aussi, d'Afrique du Nord. J'ai des ancêtres aussi d'Afrique.
Et cette question-là, on l'a posée il y a une dizaine d'années avec une association dont je fais partie. J'ai été coordinatrice avec eux, je suis toujours bénévole avec eux, qui s'appelle Reporters Citoyens, où avec le journaliste John-Paul Lepers, la Télé Libre, l'École des métiers de l'information, on a pris cette question-là à bras-le-corps en proposant des formations de 3 ans continues à des jeunes de quartiers populaires en Ile-de-France sur des critères sociaux, où majoritairement les jeunes qu'on formait étaient des afrodescendants, des enfants d'immigrés, maghrébins, et il y avait de tout. Il y avait aussi des blancs et tout, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que cette diversité, elle soit représentative à tous les niveaux, et on les a formés pour que certains puissent intégrer des écoles de journalisme, puissent intégrer des rédactions. Voilà, bon, moi je suis devenue journaliste parce que j'avais envie, donc, mais c'est vrai que je suis partie de rien, je viens d'un quartier populaire, de parents analphabètes, voilà, mais heureusement que j'ai pas écouté l'entourage, parce que sinon on m'aurait dit, ben non, tu peux pas faire partie de rédaction, mais il faut s'en foutre à un moment donné. Je travaillais pour Afrique Magazine et on raisonnait comme ça. Moi je rêve du moment où on sera plus obligé de poser cette question, et qu'ici on sera tous représentatifs d'une France qui existe, qui est multiculturelle, et qu'on veut voir ou qu'on ne veut pas voir, elle est là de toute façon. Donc cette question, elle est importante, elle est essentielle, et c'est vrai que le temps est long, on est pressé parce que les injustices, quand on les voit sous les yeux, on est dans l'urgence. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus, ils sont encore au niveau des écoles, c'est encore difficile, ça s'ouvre petit à petit, pas assez vite, mais il y a de plus en plus de personnes issues des diversités, comme on dit, qui intègrent les écoles de journalisme, des rédactions, mais c'est vrai, c'est plus difficile. Et ça, il faut le reconnaître. Et c'est pas une question de parano, c'est une réalité qui existe sur le terrain. Moi, je l'ai vue, je la vois depuis 15-20 ans. Et donc, nous, notre association Reporters Citoyens, malheureusement, depuis 2 ans, Macron l'a complètement flingué en plein mois d'août en nous enlevant les subventions. Et aujourd'hui, on peut plus refaire la forme qu'on proposait à ces jeunes, cette formation de 3 ans. Il y en a qui sont devenus journalistes à France 5, dans des journaux. Donc, il y a quand même une grande partie qui a pu intégrer ce métier, mais elle n'est pas encore visible, hein. Pas assez en tout cas. Et le jour où il y aura un dialogue possible entre les journaux spécialisés afrodescendants ou sur les Antilles ou d'Afrique Magazine, où on pourra tous parler du même niveau, bah là peut-être qu'on pourra dire que la presse a évolué. Une autre réaction au fond là-bas. Merci beaucoup en tout cas pour ce message. J'ai vu que c'est un jeune événement, je crois que c'est la première année qu'on le fait. Il est appelé à évoluer et effectivement c'est une très bonne voie d'évolution qui s'ouvre à lui. Et je vais prendre la parole en tant qu'organisateur justement. Et en effet, c'est une première. On est assez content d'ailleurs de voir que cette première a pris en fait, a commencé à fonctionner. Et bien évidemment la suite, tous ces retours-là sont hyper importants pour qu'on puisse ouvrir, aménager, changer des choses et avec vous évidemment. Donc c'est bien reçu en tout cas votre message. Merci. Oui, bonsoir, rapidement. Bonsoir. Je voulais prendre la suite des propos de Madame, qui me semble s'inscrire un petit peu à côté de ce que, en parlant de reporters citoyens, etc., Mademoiselle évoquait. Je regarde le titre « Retour sur les événements sociaux des dernières semaines, la mobilisation générale et après ». Autrement dit, il me semblait qu'il était question quand même des événements sociaux, que ce soit en Équateur, au Chili, au Liban, etc., etc., dans le monde entier, la mobilisation générale, certes, et après. Et il me semble que du coup on est resté très franco-français, dans un côté très média, très blanc. Voilà, alternatif c'est bien, merci. C'est juste la moindre des choses à l'heure où nous sommes. Et donc la suite c'était ça, c'était un petit peu l'Afrique, les Caraïbes, etc. Où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait ? Événements sociaux des dernières semaines, la mobilisation générale. Et après, en réalité, j'attendais un peu ça, là, maintenant. Là. C'est pour ça que je suis là. C'est pas facile, hein. Ça a été difficile dans la préparation. J'en doute pas, j'en doute pas. C'était une remarque comme ça. J'avais pas prévu d'intervenir. On s'est dit que si on traitait de Chili, Bolivie, etc., chacun méritait tellement un sujet et notre domaine de spécialité n'était pas là. Moi, j'ai jamais été au Chili, par exemple. Pas de problème. Je me réfère juste au titre. Et voilà, je suivais parce qu'il me semblait qu'elle n'était pas trop sur le côté blanc, noir, etc., à la tribune ou pas, mais aussi évidemment, mais juste sur quelque chose d'un petit peu plus nourri sur cet aspect-là, qui me semble consubstantiel de plus à toutes les luttes que je regarde sur LM, lundi, Street Week, etc., etc. Les papiers de lundi matin sur l'Équateur, de Radio Parleur, quand ils interrogent les gens du Chili, voilà. Après, c'est une remarque qui me semblait suivre celle de Madame. Merci. Juste
En 2 phrases, je suis d'accord avec cette remarque, elle est totalement pertinente. On est confronté aussi à un problème, c'est qu'on est tous des médias indépendants qui n'avons pas des masses de thunes. Nous, à Street Press, on ne couvre pas ce qui se passe en Équateur et en Bolivie. C'est pas qu'on n'aimerait pas, c'est que un billet d'avion pour là-bas ou payer des gens, nous on paye les gens qui écrivent à Street Press, voilà, c'est notre fonctionnement, tous les gens qui écrivent sont payés. On n'a pas les moyens financiers. Après, c'est un des gros problèmes des médias indépendants, c'est que les médias indépendants racontent assez peu ce qui se passe au-delà des frontières de la France. Par faute de moyens. En partie pour des questions économiques, mais après il y en a qui y arrivent. Hein. Je dis juste que c'est une des difficultés. Et moi je parle pas de Bolivie ou de l'Équateur parce que je me sens pas légitime pour en parler. Alexandre, tu veux réagir ? Nous, à Reporter, on a quand même la chance de pouvoir compter sur pas mal de pigistes, donc on a quand même couvert ces sujets-là. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je me sentais pas d'en parler aujourd'hui parce que je les maîtrise pas du tout. On a la chance d'avoir des gens un peu partout dans le monde qui témoignent de toutes ces luttes. Mais voilà. Je vais juste rapidement dire à Radio Parleur, c'est qu'on l'a traité, vous l'avez dit, mais c'est un peu de la débrouille. On a eu des gens par WhatsApp qui nous ont fait des trucs, on enregistre des gens. On se débrouille quoi, mais effectivement on le fait encore pas assez. Nous, vu qu'on a beaucoup plus de moyens que tout le monde, on a réussi à traiter difficilement le Liban, l'Équateur. Enfin, on a à peu près tout tenu, je crois. Mais pourquoi je voulais dire ça ? C'était pas juste pour frimer. Attendez, je voulais dire un truc par rapport à ça. Oui, mais là, ce qui est vraiment dur là, ce qu'il faut comprendre sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, nous, on a toujours vraiment beaucoup insisté pour pouvoir parler de ce qui se passait dans les autres pays, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant parce que, en fait, faire un article qui parle de violence policière et qui fait 300 000 vues, je vais pas vous dire que je l'écris en 3 secondes, mais c'est vraiment pas très compliqué. Par contre, écrire un article qui parle de la situation en Équateur et qui est lu plus de 10 000 fois, c'est un peu chaud, quoi. Et donc, il y a une espèce de difficulté entre l'intérêt général qu'il y a, l'intérêt qu'on y trouve soi-même. Nous, on pense que les questions insurrectionnelles partout dans le monde doivent être pensées, etc. Et l'intérêt, l'intérêt effectif. Et là, c'est vraiment, nous, de notre point de vue, là, en ce moment, c'est vraiment chaud, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs absolument partout qu'on est là, ah ok, il y a un tel au Liban, il peut nous dire ça, ah ok. Et nous, on n'arrive plus à suivre. On doit vraiment se reposer sur des amis qu'on a un petit peu dans tous ces pays et en qui on a confiance et dans leur jugement et dans leurs analyses. Mais ça devient avec nos moyens évidemment insignifiants, je blaguais en disant qu'on n'avait plus de moyens, c'est effectivement compliqué quand ça pète absolument de partout comme ça, de tenir un truc un peu clair, quoi. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette remarque, vous avez complètement raison et donnez-nous les moyens d'aller chercher tout ça, n'hésitez pas. Merci beaucoup Sabar Ramani de Kaizen, Lauriane Cholès donc là pour Socialterre, Mathieu Mollard de Street Press, Mathieu contributeur de Lundi Matin, Alexandre Ezakabi de Reporter, Erwan Manac de Politis et je signale que le village des médias juste là, on a ouvert la discussion. N'hésitez pas effectivement si ces gens-là peuvent vous parler de terrain, c'est parce que vous êtes là pour soutenir, donc on compte sur vous pour continuer à nous soutenir et merci beaucoup, très bonne fin de soirée.